Pour savoir ce qu'il y a à comprendre, Mario Dumont. Le problème n'est pas là. Francis Gosselin. Ça sonne comme une arnaque. J'ai-tu une bonne logique, moi, là? Mario Dumont. Dis pas que c'est pour faire plus d'argent. La rencontre. Gosselin. Dumont. Bonjour, Francis. Salut, Mario. Le ministre des Finances du Québec, M. Girard, qui est allé en tournée à Toronto. Oui, effectivement, il était c'est dans son agenda. Il est difficile d'en savoir beaucoup plus, mais il a fait une tournée des investisseurs à Toronto le 19 mars dernier. Donc ceux qui achètent la dette du Québec, les obligations du Québec, on peut probablement. s'imaginer C'est à que Toronto pas à New York. En gros, c'est les deux endroits où on peut ça s'imaginer que ce sont ces gens-là qu'il a rencontrés. Et peut-être pour remettre ça en contexte, évidemment, tu te rappelleras que le budget a été déposé le 11. Il a été quand même assez contesté, on va dire ça comme ça. Et M. Girard s'était réjoui le surlendemain, en fait, qu'il y avait une émission de bons du Trésor, là, d'obligations, dans le fond, là, québécois. Mais, c'était un peu grotesque. Un... Non, mais dans le sens que... Francis, moi, là, ouais. je veux dire, j'ai critiqué le budget, j'ai été déçu du déficit, mais... Mettons, le lendemain, si tu m'avais offert des obligations du Québec, là, je les aurais achetées. Dans le sens que je pense pas que le Québec va faire faillite parce que cette année, on a un déficit d'11 milliards. Mais c'est ça l'enjeu pour moi, c'est que le ministre Girard, je sais pas s'il pense que les Québécois sont des valises ou quoi, mais il s'est réjoui devant le public que ça avait trouvé preneur, donc ces actions-là. Et donc, je voulais juste comme remettre en contexte. J'ai fait des appels, Mario, parce que je me suis dit, comme tu viens de l'énoncer, je veux dire, je pense pas que le Québec va faire faillite. Si le Québec émet des obligations, si ça fit dans ma stratégie. Tu vas être acheté, là. C'est pas moi qui les achète. Hein, c'est les banques qui les achètent puis qui les refourguent à leurs clients. Mais donc, j'ai fait des appels à des institutions financières parce que je connais des gens qui travaillent à acheter. Et de l'histoire, de mémoire d'homme, il n'y a jamais une émission d'obligation qui n'a pas trouvé preneur. Donc, je comprends pas pourquoi le ministre a senti comme... Et il se réjouissait de ça, là, comme non, mais ça prouve que les marchés n'étaient pas nerveux. Mais là... On pourrait être en faillite technique, notre dette trouverait quand même preneur. Fait que c'est un petit peu singulier. Donc, je pense quand même que cette volonté de rassurer les investisseurs à Toronto, le cas échéant, ça rappelle le ministre Landry qui avait fait ça il y a très longtemps, il y a plus de 20 ans. Il était allé en mission un peu urgente à New York pour défendre son budget et avec toujours cette menace de la décote. Ben, c'est ça. À l'époque, le Québec était menacé d'être décoté. Et là, on est sous surveillance. Je pense pas qu'on est tout de suite menacé d'être décoté. Non, mais à mon avis, 2 budgets consécutifs là, de cet acabit-là, on serait dans le trou. C'est assez certain. Puis, tu sais, il faut dire que M. Girard, il connaît ça. Hein. C'est quand même, je le rappelle, l'ancien premier vice-président à la trésorerie corporative de la Banque nationale. Donc, tu sais, entre toi et moi, il sait là, les entrées et les sorties de grands fonds de centaines de milliards de dollars. Il connaît ça. Donc, je suis certain qu'il est allé voir quelques-uns de ses anciens copains à Toronto pour un peu leur expliquer ce qu'il y avait dans le budget. Parce que, tu sais, Mario, cette notion là, de code de crédit, puis de décote, puis de mise sous observation, il y a une dimension quand même assez qualitative là-dedans. C'est une perception de risque qu'on a envers un État. Ouais. Et une confiance, exemple. Mettons une compagnie a une mauvaise année. Bon, puis là, toi, mettons la valeur de l'action d'une compagnie qui a une mauvaise année. C'est que le PDG te dit, on a eu une mauvaise année, c'est l'année. Parce que notre machinerie a brisé, patati patata, voilà. Mais l'année prochaine, ça va aller mieux. Ça devient un acte de foi. Est-ce que cette compagnie-là a une bonne stratégie? Est-ce que ça va aller mieux l'année? Mais c'est pareil pour le budget. Est-ce que tu le crois, le ministre des Finances, qui dit, là, j'ai un plan pour réduire mes dépenses, ou est-ce que tout ça, c'est de la... non, mais du vent. J'attendais de voir ton choix de mots. non, mais c'est du vent. Fait que ça devient un acte, comme tu dis, de confiance, de foi. Es-tu compétent? Ils vont-tu redresser les finances publiques? Ça va-tu être mieux l'an prochain? Oui, pour vrai? Ou je le crois pas pantoute? Et je pense qu'une des raisons pour laquelle ces institutions, ces investisseurs et la plupart des observateurs, puis même à la limite les Québécois en général, ont raison d'être un petit peu dubitatifs de l'exercice que mène la CAQ puis M. Girard particulièrement. C'est pas tellement l'ampleur du déficit parce qu'ultimement, objectivement, puis j'ai vu plusieurs économistes là, commenter en proportion du PIB, blablabla. Ouais. Bon, OK. Mais moi, ce qui me choque un petit peu, Mario, dans tout ça, puis je pense que ce qui justifie un voyage comme celui-là, c'est que M. Girard, systématiquement, depuis son entrée en poste, est à côté de la plaque. Il dit on va faire ça et il se passe ça. Il dit on va faire ça. Et qu'on soit au-dessus ou en dessous, là, tu sais. Et on avait annoncé des déficits, on a fait des surplus. Là, on avait annoncé tant de déficits, on en fait 3 fois plus. Et donc, c'est comme s'il n'avait aucune visibilité sur ce qui s'en vient dans les 12 prochains mois. Tu sais, c'est quand même étonnant. Je veux dire, il doit avoir 3-4 économistes qui travaillent pour lui. Là. Ils doivent avoir une vague idée de ce
qui s'en viennent. Donc, soit ils manipulent un peu l'opinion publique ou carrément, ils ne savent pas ce qui est en train de se passer, puis ils vont nous sortir un autre budget l'an prochain avec, comme tu le disais, un déficit de la même ampleur. Puis là, ça, c'est inacceptable, effectivement. Il faut reconverger vers l'équilibre budgétaire éventuellement. Et pour ça, il faut avoir de la visibilité sur ce qui s'en vient et arrêter d'avoir la pensée magique. Là, mais on se comprend, à court terme, personne n'est nerveux à l'idée que les obligations du Québec pour financer notre dette ne trouveront plus de preneurs sur les marchés internationaux. Petite nuance, on est repassé au-dessus de l'Ontario pour la dette sur PIB. Là. Donc, tu sais, je sais que M. Legault aime ça comparer. Par contre, le budget de l'Ontario est demain. On va attendre de voir ce que l'Ontario dépose comme budget à 16 h demain. Yes. L'entreprise Lightspeed, qui a été une vedette en bourse, la vedette québécoise, montréalaise en bourse, à travers... en bourse, même à New York, là, dans le Nasdaq. Ensuite, une catastrophe après la pandémie. Là, il parle de se retirer de la bourse. Oui, effectivement. Donc, reprivatiser l'entreprise. Ouais, exactement. L'entreprise avait fait son entrée en bourse de mémoire là, autour de 16 $ ou quelque chose comme ça. Monté à 100. Et ça, 155. 150, je regarde 158, là, en tout cas. Puis après ça, de 150, elle est redescendue à 20. Au prix de son entrée, là, 18 à 20, effectivement. Puis, donc, ça a été quite a ride, là, comme on dit en bon français. Des montagnes russes pour cette entreprise-là. C'est une entreprise de paiement. Là, C'est ça. Donc, quand vous payez... Puis, j'ai fait mon fameux texte sur le pourboire, là, que on m'en reparle encore une semaine plus tard, mais quand vous allez dans un point de vente, un café, un magasin de vélo, etc., Lightspeed a pris une grande part de marché de la machine, là, le terminal de point de vente. Lui-même. Et en plus de ça, tout ce qu'il y a derrière, là, le logiciel que le commerçant utilise pour faire ses réclamations, puis avoir la conciliation, etc. Donc, c'est à la fois des objets, donc des machines, et un logiciel. Et évidemment, c'est de plus en plus sophistiqué. Maintenant, les entreprises peuvent se faire des balances entre elles, donc des virements entre elles, etc. Ça occupe une place importante, évidemment, dans le panorama financier canadien et même mondial. Là. De plus en plus, ils ont des activités un peu partout sur la planète. Et puis donc, Ils sont tout près d'ici, là. Ils sont à 3 coins de rue d'ici. C'est une entreprise de Montréal qui a été fondée par Dax da Silva, donc, et quelques amis. Et M. da Silva avait quitté quand l'entreprise, enfin, un peu de temps après que l'entreprise soit entrée en bourse. Il avait été remplacé par son chef des opérations, si tu veux. Et là, suite au dévoilement des résultats récemment, ce remplaçant a annoncé qu'il quittait l'entreprise. Donc, Dax da Silva a repris la présidente de l'entreprise. Là, je pense qu'il cherche un petit peu des alternatives. La bourse n'est pas gentille, entre guillemets, avec Lightspeed. Puis c'est intéressant, cette histoire de reprivatiser, parce qu'il y a des entreprises qui font ça à l'occasion pour plein de raisons, mais parce que, justement, quand le marché considère ton secteur, là, qui est celui des paiements, celui du commerce électronique, celui de la technologie, que si le marché considère que ton secteur va plus ou moins bien et que toi, tu penses que ça va mieux que le reste, ben t'es comme indûment pénalisé d'être en bourse et donc t'es mieux effectivement d'être privatisé. Sauf que là, il faut que tu rachètes toutes les actions en circulation. Ben c'est pas Dax da Silva, là, je suis sûr qu'il est assez riche, mais la compagnie vaut 3 milliards de dollars. Là, fait que c'est sûr que généralement, ça se fait par un fonds de private equity, là, donc de capitaux privés, qui vient puis qui dit « je rachète toutes les actions en circulation, effectivement ». Puis maintenant, ben, c'est moi qui gère, c'est moi qui perçois les risques, là, et donc les bénéfices et les déficits. Et donc, Lightspeed envisage ça, notamment parce que la semaine dernière, il y a une autre entreprise canadienne, québécoise, Nuvei, je ne sais pas si tu connais. Nuvei. Dans le même domaine, non? Un peu plus différent. Ouais. Truc, là. Puis c'est drôle parce qu'il y avait Ryan Reynolds, l'acteur, là, que j'aime bien, là, mais qui avait investi dans cette entreprise-là. Depuis, Nuvei a perdu 3/4 de sa valeur boursière. Et donc là, ils ont annoncé la semaine dernière qu'ils considéraient donc se privatiser. Donc, ils étaient en négociation avec des acheteurs. Et le prix de l'action a bondi là, de comme 20% en quelques jours. Donc, pour dire qu'il y a de l'appétit pour privatiser des entreprises comme celle-là qui ont peut-être un peu de difficultés. Donc, à voir, mais je rappelle, tu sais, parce qu'on en a parlé, mais des entreprises ne peuvent pas juste annoncer ça pour mousser artificiellement la valeur de leur action. Donc, généralement, quand tu dis que tu considères ça, c'est parce qu'effectivement, il y a... Faut que ça soit sérieux, là. Et je voulais, tu sais, rappeler que Elon Musk, à une époque, avait dit ça, avait tweeté ça à propos de Tesla. Il avait dit, je considère ramener Tesla privé, là, donc la sortir de la bourse, et à un prix de 420 $ par action. 420, c'est 420, c'est l'heure à laquelle on s'allume un joint, là, Mario. Je ne sais pas si tu connais ça. Mais donc, tu sais, dans l'univers de Elon Musk... Moi, je suis en onde à 4h20 chaque jour. Ben, écoute, je m'abstiens. Ça pourrait changer la nature de l'émission, peut-être, mais M. Musk a comme une obsession sur ce chiffre-là, là, qui est un peu son côté puéril et adolescent. Mais bref, il avait dit ça. Et il finit son tweet en disant « Funding secured ». Le financement est assuré. Et la Securities and Exchange Commission,
Morgan, qui est l'AMF américaine, avait évidemment regardé du côté là, de la réalité des choses. Il avait vu si M. Musk avait fait des représentations, des rencontres, si le funding était secured. Et comme de fait, il y avait... C'était tout faux. C'était tout faux. C'était une Il joke, y avait de vagues tractations, là, mais il n'y avait rien de sécurisé, certainement, de ce côté-là. Et ils avaient banni, là, en fait, interdit à M. Musk d'être président du conseil d'administration de Tesla. Il avait mis son Twitter sous tutelle pendant un certain temps, etc. Donc, bref, on ne peut pas juste dire ça à la blague. Donc, je pense que quand M. Da Silva énonce qu'il y a des pourparlers, c'est vrai. Puis, de fait, le prix de l'action a monté de 5-6 % en cours de séance aujourd'hui. Donc, à voir si ça va se concrétiser, effectivement. Mais sur la valeur boursière, il reste toujours un peu le mystère des entreprises. Parce que Lightspeed là, a une croissance extraordinaire des revenus, croissance des nombres de clients, mais ils perdent de l'argent. Ils perdent de l'argent. Puis ils perdent de l'argent à un bon rythme. Là. Fait que c'est sûr qu'à un moment donné, le marché, l'acheteur, l'actionnaire qui connaît pas trop la compagnie, qui est un peu loin, il dit « Ouais, il a l'air d'avoir du potentiel, mais... » J'en achèterai plus tard quand je vais avoir l'impression qu'ils sont soit qu'ils font de l'argent ou au moins qu'ils sont sur le bord de passer dans le vert, qu'ils sont dans. Mais là, pour l'instant, ils ont juste l'air de perdre de l'argent de trimestre en trimestre. Mais le chiffre d'affaires grandit. C'est la stratégie pour les auditeurs qui connaissent pas nécessairement ce système-là, mais de la start-up technologique classique, c'est que tu perds de l'argent pour financer ta croissance, donc acquérir des utilisateurs. Tu réinvestis tout, t'empruntes pour aller plus vite. Parce que si tu ne crois pas, il y a un autre à côté qui le fait. Donc là, on brûle l'argent. Uber est un exemple patent de ça. Parce que la journée que tu as pris le contrôle du marché puis que tu commences à faire des profits... tu montes tes prix, tu baisses, tu coupes dans tes dépenses, puis là, tu as une position quasi-monopole. Mais ce qui est vraiment intéressant pour moi, Mario, c'est que historiquement, dans la séquence de financement, tu pars une petite business dans ton garage, tu vas demander 1000$ à ton mononcle, puis tu t'arranges un petit peu, mais à un moment donné, là, tu veux embaucher 50 personnes de plus, 100 personnes de plus, c'est des centaines, des milliers d'employés chez Lightspeed. Il vient un moment donné où tes besoins en capitaux, c'est de l'ordre de 50, de 100, de millions, de 1 milliard de dollars. Il n'y a juste pas tant d'acteurs qui sont prêts à faire un chèque de cette taille-là. La CDPQ va peut-être faire des chèques là, dans les 100, 200, 300 millions, mais à un moment donné, il y a un niveau où tu vas en bourse parce que c'est la seule façon d'aller chercher des centaines ou des milliards de dollars d'un coup. Ce qui est assez singulier, c'est qu'historiquement, les entreprises allaient en bourse quand ils arrivaient justement à être profitables, de sorte qu'ils entraient en bourse, ils émettaient des dividendes, etc. Aujourd'hui, ce qu'on voit depuis Uber, essentiellement, puis Airbnb, puis Lightspeed, c'est des entreprises qui font leur entrée en bourse déficitaires et qui restent déficitaires en bourse pendant très longtemps. Ce qui veut dire que toi, comme actionnaire, là, la seule promesse, c'est que tu vas éventuellement devoir faire face soit à une dilution ou à une obligation de remettre de l'argent. Tu vas devoir racheter des actions, sans quoi tu vas perdre de la valeur. Donc, mais c'est un peu nouveau le rêve comme phénomène. L'actionnaire, c'est de dire la journée qu'ils vont se mettre à faire de l'argent, l'action va s'envoler. Là, c'est un nouveau pattern, en tout cas, qu'on observe. Puis pour les actionnaires, c'est assez singulier quand même. Donald Trump a obtenu un sursis aujourd'hui. Gros break quand même. Je comprends que pour monsieur, madame, tout le monde, ça reste énormément d'argent, mais il était question qu'ils doivent déposer une garantie là, de 456 millions de dollars, là, je me rappelle plus le chiffre exact, pour une condamnation là, à laquelle il a fait face pour avoir gonflé le prix de ses actifs. C'était aujourd'hui la date limite. Et donc, je sais pas comment ça s'est tracté là, au cours du week-end. Une cour d'appel. Il est allé faire une demande. Vendredi, la procureure disait qu'ils étaient prêts à saisir les actifs aujourd'hui. Et là, comme un peu à minuit moins une, il y a effectivement une cour d'appel qui a donné la possibilité de déposer seulement le tiers du montant environ, donc 155 millions de dollars. Donc, ça lui donne... Il a donné un autre 10 jours pour le ramasser. 10 jours de plus. Ouais. Je pense qu'à la lumière de sa situation financière, là, si on lui fait confiance toujours, ça va être plus facile d'obtenir... il a l'air à dire qu'il a 175 millions. Il a l'air à dire qu'il l'a déjà. Je sais pas si c'est vrai, mais il a l'air à dire qu'à ce montant-là, il est correct. Ou qu'il saura l'emprunter. Je pense qu'à la lumière de ses actifs. Puis donc, c'est ça. Et, ceci dit, il va devoir faire face à la musique, donc déposer cet argent-là, devoir retourner en cours. Puis s'il perd en appel... Il faut payer le 450. Oui, le 460 millions, il tient toujours. C'est juste que c'est le principe, c'est qu'il faut que tu payes. Pour avoir le droit d'aller en appel. Si jamais tu gagnes en appel, ils vont te redonner ton argent. Exactement. Mais c'est ça le principe. Oui, mais là, parce que tu es condamné par un tribunal. Ceci dit, l'autre cause, là, dans le cas de Mme Stormy Daniels, elle continue d'aller de l'avant. Ça va avoir lieu à la mi-avril. Et ce qui est vraiment drôle pour moi, Mario, c'est que tout ça, évidemment... C'est Biden, là? C'est Biden qui, je trouve, on trouvait qu'il était un peu mou. Mais là, depuis le State of the Union, on dirait qu'il a retrouvé une certaine fougue. Il a été très bon, je trouve. Plusieurs commentateurs l'ont dit. Mais là, même
même sur les médias sociaux et dans sa campagne, il commence un peu à utiliser le style de M. Trump, c'est-à-dire de ridiculiser à son encontre. Donc là, évidemment, il y a quelques communiqués qui ont été émis la semaine dernière où il évoque M. Trump et il dit « broke down ». Donc, Monsieur Trump qui est fauché, là, Donald le fauché. Trump le cassé. Un peu comme Crooked Hillary, là, il y avait plein de sobriquets comme ça, donc on espère que ça va tenir. Et puis finalement, l'autre élément, c'est que M. Trump aurait gagné dans son propre club de golf 2 champions. Deux trophées. Et M. Biden, il l'a comme applaudi de manière totalement ironique. J'ai trouvé ça parfait. Petite culture d'Internet. J'en ai bien ri. C'est bien beau. Merci, Francis. À demain.